C'est par cette expression de joie et d'allégresse que ces chrétiens évangéliques tournent le dos à 2024 et accueillent 2025. Adoration et louange, tout était au rendez-vous pour remercier et rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans leur vie. Plusieurs sont ceux-là qui ont commencé l'année avec nous, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont morts, certains sont dans les hôpitaux, certains sont dans les cimetières, mais nous sommes encore vivants et nous voulons encore entamer une autre année. Donc il nous faut que nous restions en présence du Seigneur pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Tout le monde est fou de joie et c'est bon de rentrer dans la nouvelle année en présence de Dieu que de rester à la maison. Vous savez, nous en tant que chrétiens, on a choisi de manifester notre joie dans la présence de Dieu pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et recevoir le guide de l'année pour pouvoir nous conduire conformément aux promesses de Dieu et en jouir. C'est cette grâce-là qui nous rassemble ce soir. Dieu qui nous a conduits par le passé, il est le même Dieu qui va nous conduire dans la nouvelle année. C'est pourquoi nous voudrions qu'il nous accorde la santé, la longévité, de pouvoir mener une vie victorieuse. Donc c'est pourquoi cette nuit, au niveau de la chapelle internationale des conquérants, nous témoignons cette gratitude à Dieu qui a été avec nous et qui sera avec nous dans la nouvelle année. Contrairement au premier, d'autres chrétiens ne fêtent pas la Saint-Sylvestre et pour cause. En réalité, ce n'est pas des fêtes qui sont en réalité des fêtes chrétiennes. C'est quand les Romains ont voulu mélanger les dieux romains avec le paganisme, c'est ça qui a amené cette histoire. Donc, quand je me réfère à Apocalypse 18, verset 4, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit là? Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, c'est pour ne pas se mélanger au monde que notre mission, qui a pour objectif de rassembler les élus de Jéhovah, en cette fin de temps-là, les réunir et les donner la nourriture qui est convenable. C'est pourquoi nous le faisons en ce temps-ci. Si nous les laissons, eux ils vont suivre le calendrier grégorien. Ils vont suivre, disons, ce que le monde est en train de faire. Mais c'est pour les canaliser, c'est pour les rassembler. C'est pour cela la période est choisie par le fondateur de cette mission. À chacun sa compréhension de la chose, mais pour la grande majorité, la longue traversée du 31 décembre au 1er janvier demeure des moments d'allégresse, d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu. La base militaire française d'Abidjan sera retrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier 2025, a annoncé mardi soir le président ivoirien Alassane Ouattara. Ceci conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. C'est une nouvelle déclaration qui s'ajoute à celle du Sénégal et du Tchad après l'exigence du retrait des bases militaires françaises des pays de l'AES. Morgan Assogba, un géopolitologue béninois, en fait une analyse. Je trouve que cette annonce est assez logique, surtout lorsqu'on regarde la dynamique dans laquelle s'inscrit la politique française aujourd'hui en Afrique de l'Ouest particulièrement. Vous avez très bien fait de le souligner, il y a plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest entre griffes francophones qui ont déjà décidé, certains ont décidé clairement de se séparer de cette, on va appeler ce paternalisme qui est perçu par les populations. Là, il s'agit surtout des populations, qui est perçu par les populations afin de redorer leur blase
basons à l'interne. La question, c'est comment faire en sorte que les peuples se sentent beaucoup plus confiants vis-à-vis de leurs leaders. Et aujourd'hui, ce sentiment de rupture avec la politique française en Afrique de l'Ouest est un sentiment assez poussé qui oblige non seulement les chefs d'État à revoir leur copie dans leur coopération avec la France, surtout sur le plan militaire, mais surtout la France à revoir sa stratégie de coopération, non seulement avec les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi avec d'autres horizons comme l'Asie et d'autres aspects de l'Europe et de l'Amérique. Pour le spécialiste, ce vent qui souffre est la preuve d'une prise de conscience collective des États africains, une étape dans le processus d'affranchissement des pays. Ce dont hérite le président Macron remonte à des années de ce qu'on a appelé la France-Afrique dans toute sa splendeur. On a eu des révélations il y a quelques mois par M. Bourgi de combien de fois on avait même du clientélisme au plus haut sommet de l'État où il transportait de l'argent de certains chefs d'État africains vers la France. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, avec le développement de l'informatique ou de la technologie et la capacité à pouvoir partager les informations, révéler les dessous d'un certain nombre de cartes, font que les populations expriment d'une certaine façon leur ras-le-bol de la situation, obligeant tout leader qui souhaite anticiper par rapport au comportement de ces populations à trouver le moyen de réorganiser sa coopération avec la France pour ne pas dire d'y mettre fin. Donc je pense que c'est ce à quoi on assiste au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelle que soit l'initiative, que l'initiative vienne de la Côte d'Ivoire ou de la France, il est nécessaire aujourd'hui pour la France de réorganiser sa coopération dans tous ces pays. Alassane Ouattara, dans son discours, a également précisé que le camp serait baptisé du nom du général Ouattara Thomas Dakin, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Alors, je pense ce n'est pas à nous, au côté Bénin, d'expliquer ces accusations. Nous les avons accueillies avec consternation et préoccupation. Consternation parce que ce sont des accusations qui sont récurrentes, comme vous l'avez dit, et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Elles n'ont rien à voir avec la réalité, elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement sur le terrain et la politique que le Bénin ne cesse de mettre en œuvre depuis un certain nombre de mois pour nous assurer que dans notre espace géographique, dans notre espace sous-régional, nous puissions avancer et traiter les questions de fond qui nous préoccupent tous en fait. Préoccupation, parce qu'elle vient, comme vous l'avez dit, à un moment où nous étions dans une approche de normalisation, de rétablissement d'une situation que nous avons pu connaître et que nous avons tous déploré à un moment donné. Dans tous les cas, comme nous l'avons dit, nous dénonçons cette attaque une fois de plus, en fait, ces accusations, et nous appelons réellement à ce que le dialogue soit serein, que le dialogue soit rouvert, et le Bénin aura toujours la main tendue. Nous avons proposé, pour rétablir la confiance il y a de cela plusieurs semaines de manière officielle, que des rencontres soient organisées entre nos autorités militaires, de manière à ce que, entre autorités chargées de la sécurité, ils puissent rétablir cette confiance. C'est ce que je refais aujourd'hui, je lance un nouvel appel pour que nos autorités militaires puissent s'asseoir ensemble. Nous avons même offert, le président de la République a offert la possibilité pour les autorités militaires nigériennes, en compagnie des autorités militaires béninoises, de pouvoir visiter notre territoire national, parce que le Bénin, depuis 1960, n'a jamais accueilli une base militaire. Je pense que le choix d'avoir une base militaire, une présence militaire étrangère sur un territoire est un choix souverain. Chaque État détermine sa politique de défense et détermine les relations dans lesquelles elle veut s'établir. Le Bénin a une doctrine diplomatique qui est suivie depuis 1960. Et je dis, depuis 1960, nous sommes l'un des pays sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, à n'avoir jamais accueilli de base militaire, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas possible, mais à l'heure actuelle, depuis 1960, ce sont des faits. Il n'y a jamais eu de base militaire étrangère au Bénin. Le Bénin a une politique de coopération avec toutes les grandes nations du monde. Parce que, en réalité, ce qui importe pour nous, c'est le développement de notre pays, c'est la sécurisation de notre territoire. Et pour le faire, nous collaborons, nous coopérons avec différents partenaires.
Pas que la France, nous coopérons avec les États-Unis, nous coopérons avec la Chine, nous coopérons avec les Émirats arabes unis, nous coopérons avec des pays africains, le Nigeria, le Niger, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et d'autres pays. Parce que nous pensons que c'est dans cette coopération que nous tirons le meilleur pour défendre notre territoire et apporter les solutions aux problématiques de nos populations. Et c'est ce qui est le plus important. Après, chaque pays, comme je le disais, détermine sa politique, mais nous, en l'occurrence, et je pense que nous devons juger sur les faits sont clairs et sont, on peut se permettre de le dire, têtus. Depuis 1960, le Bénin n'a jamais accueilli de base étrangère. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les États, conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Cependant, malgré les ambitions de la ZLECAf, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires. Un incendie dévastateur a éclaté jeudi soir, ravageant le marché de Katamanto au cœur d'Accra, la capitale du Ghana. Le feu a rapidement fait des pertes matérielles considérables, provoquant la panique parmi les commerçants, mais aucun décès n'est à déplorer. Connu pour ses vêtements de seconde main et ses matériaux de construction, le marché de Katamanto est surtout un pilier économique. Des centaines de boutiques ont été réduites en cendres en quelques heures, et ce malgré l'intervention de 13 camions de pompiers. Les secours ont peiné à contenir le feu, en cause l'absence de bouches d'incendie et la proximité des boutiques. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Des souvenirs, mais aucun regret. Assis dans leur salon, Keisha Boworth et Damon Smith se plongent dans des images de leur vie en Floride. Depuis 2023, la famille a tout quitté aux États-Unis pour s'installer au Ghana, à la recherche de leurs racines africaines. Je suis une femme africaine. Il suffit de regarder ma couleur de peau pour le savoir. Je n'ai donc pas eu besoin de la nationalité ghanéenne pour savoir que j'étais africaine. Où que j'aille dans le monde, si quelqu'un me regarde, il voit que j'ai la peau foncée. Mes ancêtres qui voulaient rentrer chez eux et qui n'ont pas eu cette opportunité, ce passeport, il est pour eux. Comme eux, Deja Gordon a décidé de s'installer définitivement au Ghana en 2019. Ça fait du bien d'être là, d'avoir un lien avec un pays africain, en tant qu'Afro-américaine, en tant qu'Américaine et noire. Parce qu'en étant en Amérique, nous n'avons pas d'autres origines que l'Afrique. Et en établissant ce lien, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. En Afrique, cette diaspora a le sentiment de se reconnecter à ses origines en ayant la possibilité d'en savoir plus sur l'histoire de leurs ancêtres. Cette connexion est un soulagement pour ces personnes qui, pendant des années, se sont demandé d'où elles venaient, pourquoi elles étaient de cette couleur, d'où venaient leurs arrière-arrière-grands-parents. En novembre 2023, 524 membres de la diaspora noire, venus du monde entier, ont obtenu la citoyenneté ghanéenne à l'occasion d'une cérémonie spéciale. L'ancien Premier ministre malien sera-t-il inquiété par la justice? Un rapport du bureau du vérificateur général accuse Choguel Kokala Maïga de pratiques douteuses et d'abus financiers.
2 événements spécifiques le mettent en cause. Une cérémonie d'inauguration à Konobougou le 9 décembre 2023 et le lancement d'un projet pilote d'extension du réseau de télécommunications entre le 27 et le 28 décembre de la même année. Au total, l'ancien Premier ministre se serait attribué plus de 55 000 $ pour ses frais de mission. En plus de ces frais, le rapport met en lumière d'autres irrégularités, des avances non justifiées, des intérêts non recouvrés sur des placements financiers, ainsi que des redevances non reversées à l'Office de radio et télévision du Mali. Mi-décembre, suite à son éviction du gouvernement, l'ex-premier ministre Choguel Maïga mettait en garde contre de possibles tentatives de l'inquiéter par des poursuites judiciaires. L'année 2025 a débuté avec une surprise venue d'ailleurs au Kenya. Un objet métallique de 500 kg s'est écrasé mercredi dans un village à l'est du pays. Pour l'agence spatiale, il s'agit probablement d'un fragment de fusée tombé de l'espace. Le major Aloy Sewer, responsable de l'agence, était sur les lieux. Il a tenu à calmer les inquiétudes des villageois. Nous pouvons confirmer que l'objet a été localisé et que les habitants de la région n'ont pas à s'inquiéter. Il s'agit d'une partie d'un objet spatial en forme d'anneau métallique, probablement issu d'un étage de séparation d'une fusée. Nous devons évaluer son impact sur la zone et identifier précisément l'objet spatial en question pour pouvoir appliquer les mécanismes juridiques prévus par le traité international sur l'espace extra-atmosphérique. À l'heure où les explorations spatiales deviennent de plus en plus fréquentes, les autorités kenyanes entendent bien faire valoir leurs droits. L'encombrement croissant de l'orbite terrestre est un enjeu global, avec des milliers de fragments menaçant la sécurité au sol et dans l'espace. Le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie ont fait jeudi leur entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que nouveaux membres non permanents pour la période 2025-2026. Aboubakar Dahi Osman, ambassadeur de la Somalie, a exprimé la fierté de son pays pour son rôle actif au sein de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Il a souligné l'engagement de Mogadiscio à répondre aux attentes de ses partenaires régionaux et internationaux tout en renforçant sa contribution aux initiatives collectives. Les 5 nouveaux membres rejoindront l'Algérie, la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie au Conseil de sécurité de l'ONU, un conseil présidé par l'Algérie jusqu'au 31 janvier prochain. Chaque début d'année, une cérémonie traditionnelle a lieu à Cuba. Objectif, identifier les défis auxquels le pays pourrait être confronté. Pour 2025, cependant, rien de reluisant ne semble se profiler à l'horizon, selon le prêtre de l'association culturelle Yoruba de Cuba. Au rythme des tambours et des danses, la cérémonie a servi à conjurer le mauvais sort. Ce que nous observons dans la société cubaine, c'est la prostitution jour et nuit. Le trafic de drogue est présent et la consommation d'alcool est en hausse dans le pays. Que faisons-nous pour assainir et protéger notre jeunesse ? Que faisons-nous ? Nous devons agir d'un point de vue religieux pour redresser la situation. Les babalao, terme utilisé pour désigner les prêtres de la tradition yoruba, ont aussi proposé des solutions pour sortir de la grave crise économique qui frappe l'île, exacerbée par l'isolement imposé par les États-Unis. Ces préoccupations, disent-ils, nécessitent une réponse collective. Le seul espoir qui existe réside dans un consensus entre Cuba et les États-Unis. Je pense que nous devons y parvenir. Oui, nous devons changer les choses. Nous devons changer la façon dont nous sommes perçus du côté américain. Et Cuba a besoin de nombreux changements. En quête d'un avenir meilleur, plusieurs Cubains vouent un culte à la santeria. Cette pratique religieuse issue des traditions des esclaves africains connaît un franc succès sur l'île.
Le nombre de migrants arrivant chaque année en Europe reste préoccupant, mais un groupe en particulier attire l'attention, les enfants. L'UNICEF a lancé un appel pressant jeudi, exhortant les gouvernements à placer la sécurité des enfants migrants au premier plan. Une déclaration qui fait suite à un nouveau drame en Méditerranée, où un naufrage a causé une vingtaine de disparus, venant alourdir un bilan annuel déjà tragique. En 2024, l'Italie a accueilli 60 000 personnes, dont 8 000 mineurs étrangers non accompagnés. Bien que les arrivées ont diminué par rapport à l'année précédente, les vulnérabilités des personnes migrantes demeurent préoccupantes. Ces individus fuient des situations de conflit, de violence ou de pauvreté extrême. Parmi eux, les enfants et adolescents représentent 20% des arrivants, soit une personne sur 5. Parmi les 7 survivants du naufrage survenu la veille du Nouvel An au large de l'île sicilienne de Lampedusa, l'UNICEF a rapporté la présence d'une fillette de 8 ans, dont la mère figure parmi les disparus. Une situation inacceptable pour l'UNICEF. Il est intolérable qu'un enfant assiste à la mort de sa mère sous ses yeux. Il est insoutenable qu'un enfant perde la vie dans les eaux de la mer. Pourtant, ces tragédies se répètent encore et encore, et il serait illusoire de croire que chaque fois ce sera la dernière. Depuis 2014, les chiffres témoignent de cette réalité accablante. Pour cette agence onusienne, les enfants ne doivent plus être les victimes silencieuses de ces drames. Ils ont droit à une protection, à un environnement sécurisé et surtout à un avenir. Le président de la Russie s'est adressé à son peuple à la veille du Nouvel An. Dans un discours préenregistré et diffusé mardi soir à la nation, Vladimir Poutine a exprimé ses espoirs quant à l'avenir de son pays. Notre pays indépendant, libre et fort a su répondre aux défis les plus difficiles. Et maintenant, à la veille du Nouvel An, nous pensons à l'avenir. Nous sommes convaincus que tout ira bien. Nous avancerons uniquement vers l'avant. Le chef du Kremlin a également rendu hommage aux soldats russes engagés sur la ligne de front en Ukraine. En cette veille du Nouvel An, les pensées et les espoirs des familles et des amis de millions de personnes à travers toute la Russie sont avec nos soldats et nos combattants. Vous êtes de véritables héros qui avaient assumé la grande mission militaire de défendre la Russie en offrant à notre peuple de solides garanties de paix et de sécurité. Nous sommes fiers de votre courage. Nous croyons en vous. 2025 marque la 3e année consécutive de ce que le président russe qualifiait au début d'opération spéciale que la Russie mène en Ukraine. Depuis le début du conflit avec Israël, la population de Gaza a chuté de 6%, soit environ 160 000 personnes selon le Bureau central des statistiques palestiniens. Avec une population actuelle estimée à 2,1 millions, Gaza porte le lourd fardeau des pertes humaines et des déplacements massifs. Le ministère de la Santé locale confirme plus de 45 000 morts et plus de 10 000 autres restent toujours portés disparus. Depuis le début de la guerre, environ 100 000 Palestiniens ont été forcés de fuir Gaza, cherchant un refuge incertain. Israël a rejeté ces chiffres, mais ceux-ci sont confirmés par les estimations de l'ONU et les rapports des organisations humanitaires. Le Bureau central des statistiques accuse Israël de mener une campagne de nettoyage ethnique délibérée, un point de vue partagé par des groupes comme Amnesty et Human Rights Watch qui parlent de génocide. Les Nations Unies, quant à elles, rapportent que la quasi-totalité de la population gazaoui, exposée à des conditions de vie extrêmes, a été déplacée à l'intérieur de la bande. Sur place, la situation est toujours dramatique. L'ONU déplore un accès limité à l'eau et à la nourriture, ainsi qu'un risque imminent de famine.